L'arc-en-ciel se lève à Canalem, épisode 51. Au sommaire aujourd'hui, Interligne, un service d'aide téléphonique pour nos communautés, organisme sous-financé et dans la grande démesure dans le cadre de sa campagne de financement annuel. Sous-financement encore, mais cette fois pour des services pour les personnes queer de la francophonie mondiale, un triste constat de l'Alliance Égide. Et puis, Transcontinent Queer revient avec notre tour d'horizon des actualités queer d'un océan à l'autre. Et on va parler d'une madographie, c'est bien plus qu'une biographie. Luc Provost et sa chum Mado se commettent dans un livre. 069, bingo! Et c'est là où l'arc-en-ciel se lève en ce 20 novembre 2023, bingo, même si Mado en peut plus. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Interligne, c'est un organisme vital pour les communautés queer. C'est là qu'on appelle quand on ne sait plus trop comment gérer ses questionnements sur son orientation sexuelle ou son identité de genre. Interligne, c'était dans sa campagne et c'est vrai, sauve des vies. Après 1 an à se débattre pour maintenir ses services en raison du sous-financement qu'elle obtient des gouvernements, comme bien d'autres organismes communautaires queer d'ailleurs, on va en reparler, Interligne est en campagne de financement populaire. Ce vendredi, 24 novembre, ce sera la grande démesure, une soirée de financement différente. Et pour en parler, on reçoit Pascal Vaillancourt, qui est directeur général de l'organisme. Bonjour Pascal. Bonjour. Bonsoir aussi. Oui, dépendant bonsoir. des heures qu'on nous écoute. On va commencer, on va parler de ce qui en fait, c'est pas la première fois que tu viens nous parler, le financement. Mm-hmm. C'était un gros problème à Interligne. Il se passe quoi maintenant? On est rendu où avec ça? Ça avait été l'année dernière, c'était un gros problème parce qu'on devait sauver notre service de nuit qui était menacé de fermeture. Maintenant, on a la chance de pouvoir dire que le service est sauvé pour au moins une période de 3 ans. Okay. Après des mois et des mois de campagne dans les médias sociaux, le gouvernement a finalement trouvé une opportunité de financement pour l'organisme qui nous assure une viabilité du service pour 3 ans. Donc, d'ici, disons, 1 an et demi, 2 ans, on va devoir recommencer une campagne pour s'assurer que le service reste ouvert, à moins qu'on trouve des solutions entre-temps pour le garder ouvert. Je peux demander aux Kings de Los Angeles de venir faire un tour chez vous. Ça serait peut-être plus facile d'obtenir du financement. Bon, OK, était facile celle-là. Alors donc, on voit quand même, il y a de la lumière au bout du tunnel pour le moment, là, on pense. Oui, il y a de la lumière au bout du tunnel, mais en même temps, c'est important de nommer que, on disait, l'organisme est sous-financé comme l'ensemble de l'écosystème LGBTQ+, et l'enjeu, c'est toujours le financement à la mission qui est toujours insuffisant. Le financement à la mission qui est le financement récurrent. Celui-là, il n'a pas bougé. Celui-là, je sais qu'en ce moment, le PSOC travaille. Le PSOC, c'est le programme de soutien aux organismes communautaires. C'est ça. Oui. Ce programme-là, au gouvernement du Québec, essaie de trouver des occasions de financement, mais ça a l'air d'un programme très, très, très normé, pas si simple que ça à naviguer pour les fonctionnaires à l'heure actuelle. Donc, ils n'ont pas encore trouvé la brèche qui leur permettrait de mieux financer Interligne à la hauteur des besoins. Mais en ce moment, j'ai quand même des fonctionnaires qui m'ont dit travailler là-dessus, qui me font des suivis occasionnellement. Donc, je croise les doigts encore. C'est des bonnes nouvelles. Je vais juste fermer la parenthèse là-dessus, mais est-ce que quand on parle du financement à la base, du financement récurrent, c'est important parce que ça veut dire qu'on peut compter là-dessus d'année en année. Mais là, on s'en va de plus en plus vers le financement par projet et ça, c'est compliqué. Puis il y a des redditions de comptes et puis on n'est jamais assuré que ça va se reproduire par la suite. Exactement. En fait, le financement à la mission, c'est celui qui nous permet aussi de faire face aux enjeux socio-économiques, c'est-à-dire en ce moment, on a l'inflation, on a le coût de l'épicerie, c'est pas le même qu'il y a déjà quelques années. Donc, le financement à la mission nous permet de réagir à ces situations-là en offrant des conditions de travail décentes à notre équipe. Ouais. Donc, c'est là que l'enjeu de l'insuffisance est dangereux. Parlons justement, parce que vous êtes dans la mesure du possible, là, vous essayez de faire fonctionner les choses, mais vous faites la grande démesure ce vendredi. C'est votre activité de financement principale. C'est quoi ça, la grande démesure? La grande démesure, en fait, c'est une soirée qu'on a mis en place il y a déjà 7 ans, justement parce qu'on avait des enjeux de financement à la mission. On avait décidé de mettre en place la grande démesure, qui est une soirée bénéfice annuelle, qui est présentée par la Banque TD. Et dans le fond, c'est le volet philanthropique d'Interligne. C'est cette soirée-là qui nous permet d'assurer la continuité de nos programmes complémentaires ou de pouvoir faire des petits gestes au niveau des conditions de travail de nos employés. Donc, c'est une soirée qui est ouverte à tout le monde, pas seulement aux personnes LGBTQ+. C'est là pour les alliés et c'est une soirée qui nous permet, en fait, comme je le disais, de financer. Mais c'est une soirée qui est très, très, très festive, mais qui, à la fois, soutient une mission hyper importante.
On espère ramasser combien d'argent dans cette soirée-là? Cette année, on s'est fixé un objectif de 100 000 $. C'est quand même beaucoup d'argent en une soirée. Hein? Oui, c'est une occasion, mais on a déjà des partenaires qui ont déjà commencé à contribuer. Évidemment, c'est les partenariats qui font qu'on est en mesure d'atteindre ces objectifs-là. Donc, les partenaires financiers, les gens qui achètent des billets, mais c'est aussi tout le réseau autour de l'organisme qui font des dons avant et tout ça. Donc, oui, mais la grande démesure, c'est le moment où on va culminer finalement tous ces succès-là, tout cet élan d'amour là qu'on reçoit de notre écosystème. Bon, mais parlons justement de la grande démesure. Il y a plein d'artistes. J'ai toujours pas compris. Je suis jamais allé, malheureusement. Ça n'a jamais donné. Il n'est pas trop tard. Mais c'est quoi que ça a l'air de quoi? Comment ça se passe? En fait, la grande démesure, c'est une soirée qui est très, on l'a dit, c'est une démesure. En fait, ça commence avec un aspect soirée cocktail où on parle de la mission d'Interling, où il va y avoir un aspect plus éducatif. Mais déjà, ce moment-là va être animé en fait par les porte-paroles d'Interling, Simon Boulris, Gabrielle Bouillane-Tremblay, Sophie Paradis. Et il y a également Eugénie Lépine-Blondeau qui va être là en fait qui est animatrice à Radio-Canada, mais qui est aussi animatrice dans le cadre de notre soirée. Après ça, une fois que le moment plus formel est fait, on a une belle soirée festive qui commence où il va y avoir des jeux de kermesse, des jeux de casino qui vont avoir lieu. Évidemment, les gens ne jouent pas d'argent, là, c'est des jetons fictifs. Ouais. Mais une fois que les gens achètent un billet, ils ont accès aux jetons. Et ils peuvent jouer à ces jeux-là. Et pendant la soirée, il y a plusieurs prestations artistiques qui sont parsemées à différents moments, à différents endroits dans la salle qu'on a. Donc, ça va être haut en couleur. On a des artistes de cirque, on a des artistes qui font de la magie, des musiciens. Après ça, une fois qu'on a les jeux sont terminés, il y a des tirages, les gens peuvent gagner des prix. Et finalement, il y a des DJ qui vont entrer sur le terrain pour animer le restant de la soirée jusqu'à 2h du matin. Bon, alors, il nous reste 30 secondes. Pour pouvoir participer à acheter des billets, on va sur un site web, j'imagine? Oui, le site interling.co// grande démesure. Et les billets, il y a 2 types de billets. Il y a un reçu de charité de 50 $ sur le billet à prix régulier, à 150 $ et il y a un billet privilège avec un retour de 75 $ de reçu de charité. Ben, Pascal Vaillancourt, merci beaucoup. On va attendre de tes nouvelles, puis lundi prochain, on annoncera le grand total. Merci. Merci beaucoup, Pascal Vaillancourt. Le financement des organismes voués à la défense des personnes des LGBTQIA+, on vient de le voir, que ce soit ici au Canada, au Québec ou ailleurs dans la francophonie, c'est pas toujours au rendez-vous. Égide, c'est l'Alliance internationale francophone pour l'égalité et des diversités. Elle vient de publier les résultats d'une vaste étude qui documente le financement public ou philanthropique obtenu par les organisations queer francophones. Et le portrait n'est pas reluisant. Laurent Brault est coprésident, également directeur général de la Fondation Émergence. C'est pas sa première rencontre ici à l'émission. Bienvenue à l'émission à nouveau. Merci beaucoup. Alors, d'abord, pourquoi s'intéresser au financement des organismes queer dans la francophonie? C'est une question assez niaiseuse, mais on va le répéter. Ouais, je vais faire un peu le parallèle avec la raison qui a mené à l'existence de Égide, cette grande alliance. En fait, il y a eu en 2017 une conférence à Fierté Montréal, conférence francophone uniquement. Donc, des militants et des militantes francophones de partout du monde, dans le monde qui sont venus à Montréal pour parler de leurs enjeux et le comité scientifique de la conférence avait produit un rapport qui recommandait la création d'une organisation internationale LGBTQI francophone parce que la francophonie LGBT, francophonie avec un petit F, je ne parle pas de l'OIF ici, a en fait un écart monumental avec ce qu'on pourrait appeler l'anglophonie LGBTQI. Donc, le constat est clair, les organisations sont pratiquement inexistantes, le contexte politique et social est très difficile dans les pays de la francophonie. Encore aujourd'hui, 14 États criminalisent l'homosexualité et la plupart n'ont même pas de loi non plus pour protéger les personnes LGBT. Les organisations LGBT des sociétés civiles dans les pays francophones sont jeunes. Souvent l'expertise n'est pas là, la capacité de mener des projets, de monter des budgets, donc beaucoup de monde avec la main sur le cœur, mais très peu de moyens financiers pour les aider.
Donc, c'est ce qui ressortait de la conférence, mais on n'avait pas de données claires. Donc, on a approché le GPP, qui est le Global Philanthropy Project, qui est une initiative américaine qui répertorie de 2013 à 2020 toutes les subventions octroyées par les pays pour ce que je dirais l'aide humanitaire LGBT. Donc, c'est de l'argent qui sort des pays et qui va dans les autres pays. Donc, le GPP, le Global Philanthropic Project, a produit 4 rapports, mais rien sur les pays francophones comme tels. Donc, on leur a demandé, est-ce que c'est possible, à partir de vos données, de faire une analyse proprement sur les pays francophones? Et en fait, c'est une très belle collaboration qui a mené à les premières données sur... Je l'ai mentionné en ouverture d'émission. Ce qu'on constate, c'est quand même lamentable au niveau du financement des organismes LGBTQ là, dans le monde entier, dans la francophonie. Oui, complètement. En fait, ce que le rapport démontre, c'est que c'est moins de 1% de l'enveloppe mondiale pour les projets LGBTQ qui va dans les pays francophones. Donc, autant dire que presque rien. Tout va dans les autres pays, va principalement dans l'anglophonie LGBT, mais pratiquement rien pour la francophonie. Donc, le constat est quand même frappant. On n'investit pas dans nos pays francophones. Les francophones non plus, c'est ce que le rapport démontre aussi. C'est les pays non francophones qui investissent le plus dans des pays francophones. Ah bon? On parle des États-Unis, on parle des Pays-Bas surtout, le Royaume-Uni. Mais la France, il faut dire que dans le rapport, la France n'avait pas envoyé ses données parce que c'est autodéclaratoire comme rapport. Donc, les fondations publiques, les gouvernements, les ONG intermédiaires, les fondations privées aussi sont invitées à envoyer leurs données. Mais même s'ils ne le font pas, on a quand même milité tout le monde. On est allé dans des réunions d'organismes. Je pense à Interpride, qui est un organisme supposément international, mais où tout se passe en anglais, puis c'est très américain. On constate que la francophonie est vraiment pas bien servie, là. Absolument. En fait, la plupart des appels à projets pour les projets internationaux LGBT sont en anglais. Donc, il y a déjà une barrière linguistique immense, là. Imaginez traduire vos rapports d'activité, vos états financiers, juste pour déposer les documents en annexe à la demande. Ensuite, il faut produire la demande en anglais, qui est souvent la deuxième ou troisième langue. Donc, les francophones se retrouvent très désavantagés là, sur les appels à projets des organisations internationales qui financent là, à l'international. Est-ce que c'est pire? Là, c'est vraiment une question je prends la position de quelqu'un de l'hémisphère nord, blanc, cisgenre, etc. Mais est-ce que c'est pire dans les pays de l'hémisphère sud que ça peut l'être ici? Oui, définitivement. Là, parce que, en fait, la grande différence, c'est que dans les pays d'hémisphère nord, puis encore là, je prends des pincettes parce que c'est pas tous les pays dans l'hémisphère nord qui financent au niveau domestique, c'est-à-dire à l'intérieur de leurs frontières. Mais ça, c'est la grande différence. C'est que dans les pays du Nord, il y a quand même les États qui vont financer des groupes LGBT à l'interne de leurs frontières. Même s'ils les financent pas bien, comme on l'a vu avec Interling. Exactement. Exactement. Mais comparativement à l'hémisphère sud, où il y a pratiquement rien là, pour les organisations, ça passe beaucoup par la santé avec la prévention et la lutte contre le VIH. Oui, tout à fait. À quoi va servir ce rapport maintenant? En fait, première des choses, c'est de rendre compte de la situation. On en est où là en termes de financement des organisations des organisations civiles LGBTQI francophones? Ensuite, c'est de bâtir un plaidoyer. Ce qu'on demande comme organisation à Égide et avec nos 200 membres qui sont sur les 5 continents, c'est que les organisations internationales produisent leurs appels à projets aussi en français ou en plusieurs langues, qu'il y ait une attention particulière pour subvenir aux besoins des organisations francophones dans les pays de la francophonie. On ne pourra pas changer les États qui criminalisent si on ne soutient pas les organisations de la société civile. Ça, c'est certain. Fait que si on veut un progrès dans la francophonie, un jour, il va falloir investir dans la francophonie. Donc, je dirais, c'est les 2 grandes mesures là, qu'il faut mettre de l'avant et parler de plus en plus de la francophonie LGBT. Laurent Brault, coprésident d'Égide, Alliance francophone pour les communautés queer. Excuse-moi, je viens de manquer le titre. Je dois arrêter là-dessus. Merci beaucoup. Au plaisir.
Mado, notre ma tante glamour préférée. Son chum de gars, Luc Provost, a écrit une madographie. Alors, on n'y est pas, là. On a même inventé un terme, Luc Provost, pour toi puis pour elle. Ça prenait ça, hein? Ah, ça prenait un terme. T'es donc la personne qu'on peut dire sous la perruque de Mado. C'est vraiment intéressant parce que tu es vraiment une personne discrète par rapport à Mado, l'extravagante. Puis là, Luc a fait son coming out comme j'existe. Oui. Et tu as donc publié une madographie qui souligne 35 ans de carrière. Déjà, oui. Quand tu as commencé à faire Mado, t'avais-tu jamais pensé que ça pourrait durer 35 ans? Non, jamais de la vie, parce que c'était comme un trip d'une fin de semaine avec un ami, puis je me suis dit, c'est pour m'amuser, on se déguisait pour sortir dans ce temps-là, c'était la mode même si on faisait pas de show, on n'était pas payé pour rien faire, tu sais. Puis à un moment donné, c'est devenu sérieux au moment où j'ai vu que il y avait de la demande pour ça, tu sais. Je me déguisais avec mon meilleur ami Olivier, qui est devenu ma sœur de show. Nicole, oui. On a commencé sur le nom des Sœurs Lamotte. Puis tu sais, oui, à l'époque, j'étais très extravagant. Il fallait que ça passe peut-être par quelque chose. C'est pour ça que Mado elle a pris sa place. Elle a pris ma place. Ah oui. Comme ça, j'ai pu redevenir discret puis pouvoir m'adonner à l'anonymat un peu, parce que quand t'es connu comme ça, surtout dans le milieu des bars, c'est un petit milieu, hein. Fait que tout le monde se reconnaît dans le quartier, tout le monde se reconnaît quand on sort. Puis, tu sais, déjà que j'avais beaucoup d'attention à cause de Mado, j'ai décidé de ne pas montrer Luc tout de suite au grand public parce que je ne voulais pas en avoir plus encore. Je voulais garder un petit côté incognito. Ça a pris quand même, mettons 33 ans avant que... je l'ai montré comme... J'essaie de voir si j'ai pas déjà fait des trucs, mais tu sais, peut-être en privé, mettons, dans la communauté gay. À un moment donné, il y avait comme une remise de prix pour les hommes d'affaires gays du Québec, je sais pas trop, puis j'avais été comme en nomination pour quelque chose, on m'avait vu. Oui. Mais sinon, c'est tout. Mais moi, je te voyais régulièrement en personne, mais bon, c'était quand même privé, là. C'est ça. Puis là, maintenant, après 35 ans, j'ai dit, c'est le temps, surtout que je sortais de madographie, puis je savais que j'étais pour avoir des demandes d'entrevue, puis je me suis dit, bon, c'est Luc qui a écrit, mais avec l'aide de Mado. Ce qui est intéressant, tu as été une star avec Mado, oui, mais tu as été une star avant le phénomène RuPaul. Oui. Quand même. Mais qu'est-ce qui a contribué à ce que Mado devienne si populaire, d'après toi? Je sais pas. Je sais que j'étais un des premiers après l'époque Gilda, puis bon, il y a eu comme un petit break au Québec. Il n'y avait plus beaucoup de drag queens dans la sphère publique. Je pense que le fait que j'amenais quelque chose d'un peu fou, d'un peu divertissant, coloré, les gens s'identifiaient beaucoup à ce genre de performance-là qu'ils ne voyaient pas à la télé, qu'ils ne voyaient pas au cinéma ou au théâtre, sur une scène en tout cas. C'était flyé. Mais on disait flyé, oui. Puis tu sais, comme quand j'ai commencé mes bingo à Mado, c'est là que ça a vraiment décollé parce que c'était un spectacle qui faisait rire beaucoup le monde. Oui. Parce qu'on s'est entendu qu'on ne jouait pas beaucoup au bingo. C'était plus un spectacle improvisé en plus. Fait que tu sais, il y avait plein de choses qui pouvaient se passer. Fait que les gens adoraient cette formule-là. Puis les médias se sont intéressés parce que dès que quelque chose est populaire puis devient peut-être plus sérieux à présenter, c'est pas juste un succès d'une fin de semaine dans un bar, c'était toutes les semaines, ça se répétait, puis là, tout à coup... C'était plein. Je suis rentré, puis quand je suis arrivé au Spectrum de Montréal, puis au Capitole à Québec, là, je faisais des grandes scènes. Fait que là, c'est là que le public s'est intéressé de plus en plus, puis les médias surtout. Ça prend les médias qui font de la publicité, qui parlent de toi, sinon le public, le bouche-oreille, ça fonctionne, mais... C'est plus long, ça prend plus de temps. Mais tu as été capable d'accrocher l'intérêt des médias. Si je reviens sur RuPaul, si RuPaul avait existé dans ce temps-là, aurais-tu participé? Il existait, mais il n'était pas populaire. Pas comme là, oui. Il était populaire à New York, dans le milieu des bars, un peu comme moi, j'étais populaire dans le milieu des bars à Montréal. Oui. Mais c'est sûr que si le phénomène RuPaul était arrivé dans mon temps, ce qu'on voit aujourd'hui, là, je sais pas si moi j'aurais eu le même genre de succès parce que c'est pas ça que je faisais. Je ne suis pas vraiment dans cette vague-là de drag queen bien léchée, beau costume. Bianca Del Rio, qui a quand même gagné, qui est une drag queen un peu dans le genre de Mado, qui est très drôle. Depuis ce temps-là, il n'y en a plus. C'est toutes des divas, des excentriques, oui, mais à un moment donné, moi, je n'ai pas ce goût au perfectionnisme. Je sais que la plupart, ils vont y aller vraiment all the way, comme on dit. Oui. Que ça soit jusqu'au bout des ongles, le look est travaillé, puis ils se ressemblent pas mal tous aussi. Ils ont tous des genres de maquillage excentriques de la même façon. Moi, je garde un côté un petit peu plus clownesque, un peu moins bien fait, c'est moins travaillé. Moins bien fait, mais finalement, c'est très bien fait dans le moins bien fait. Mais c'est ça, en fait, c'est comme un beau poster de clown comparé à un Van Gogh, maintenant. Parce que c'est quand même la page couverture, le petit bec en cœur, ça, c'est la signature Mado. La marque de commerce de Mado, ça prend sa petite bouche en cœur. C'est drôle.
Dis-moi, une Madographie, donc, il y a 2 plumes, parce que même si c'est Luc qui a écrit, Luc laisse quand même parler Mado. Ouais. Là, je vais me permettre un petit jeu de mots, mais Mado n'a pas la langue dans sa poche, puis je sais pas, l'as-tu dans la tienne peut-être, mais sérieusement, elle n'a pas la langue dans sa poche, puis elle dit des choses que toi, peut-être, tu dirais pas? Ben, en fait, j'en profite avec Mado de faire dire peut-être des choses que j'oserais pas dire, qui passeraient moins bien, mettons. Ouais. Quand un homme dit, fait par une drag queen, ça passe mieux. Mais là, dans le livre, c'est beaucoup moins cru que sur la scène il y a 30 ans, tu sais, parce que là, ça évolue, puis maintenant, ce qu'on peut dire aujourd'hui, puis ce qu'on peut faire. De toute façon, moi, j'ai pas plus envie de retourner dans le temps, de dire que j'ai le goût de faire ce genre d'humour-là, ça m'intéresse plus. Ouais. L'humour bitch, l'humour méchant, presque à la limite. La moquerie, ça me tente plus de faire ça. Je l'ai fait un peu dans mes débuts, je me moquais des vedettes, je me moquais des gens dans la salle, puis ça frisait des fois la méchanceté, sans l'être, mais tu sais, je sentais qu'il y avait comme une ligne à ne pas traverser, puis là, aujourd'hui, je veux y aller plus dans le... On peut être un peu plus grivois, oui, mais tu sais, je veux faire rire autrement. Je pense qu'on peut faire rire sans être vulgaire. Parce que tu le dis, même qu'à quelques reprises, des fois, tu dis « Oh mon Dieu, j'aurais peut-être pas dû dire ça. » On parle d'une madame à qui t'as demandé « Mon Dieu, oui, ben c'est ça. Tu coupe de cheveux, puis t'es-tu lesbienne. Puis il y a des affaires qu'on ne dit plus aujourd'hui parce que la société évolue. On se rend compte que juste de critiquer quelqu'un, de rire de quelqu'un par son apparence, si ça faisait rire à l'époque peut-être, mais on pensait pas que ça pouvait blesser aussi. On s'est peut-être pas rendu compte qu'on a blessé des gens en riant. Nous autres, on pensait que c'était innocent de faire ça. Puis mais chapeau pour l'authenticité, de l'admettre puis de l'écrire. Puis je pense que ça va faire réfléchir les gens. Il faut le dire, parce qu'à un moment donné, c'est ça. Il faut expliquer aux gens que ça a changé aussi. Le milieu de l'humour a changé. Le milieu de la drague aussi a évolué. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup... il y a beaucoup de choses qui m'interpellent dans le livre, mais particulièrement, tu parles de ta jeunesse, Luc, puis c'est... Pour beaucoup de personnes dans nos communautés, c'est des périodes tristes, des périodes difficiles. Ouais. Pas toi. Pas moi, non. J'ai une super belle enfance, j'ai des bons parents, j'ai des bons professeurs, j'ai des bons amis. J'ai pas souffert de ma différence, même si j'étais toujours le plus petit. La seule souffrance que je peux dire, c'est que j'étais le dernier choisi au ballon chasseur, ça me dérangeait pas parce que j'haïssais le ballon chasseur. Mais tu sais, c'était toujours... Des fois, ça pouvait arriver comme Provo le fif, mais je me débrouillais très bien avec des mots. Oui. Je me défendais avec des mots seulement. Puis, tu sais, je me trouvais des protecteurs. J'étais pas fou, tu sais. Je faisais rire les plus machos, les joueurs de football, les gros bâtis de la gang. Puis là, ils m'aimaient beaucoup. Fait que s'il y avait quelqu'un qui osait m'envoyer une vacherie, ben tout de suite, il va répondre « Hey, toi, tu touches à Provo, tu vas avoir affaire à moi. » J'avais toutes sortes de techniques comme ça, mais j'ai pas eu besoin beaucoup parce que je faisais rire le monde. J'étais quelqu'un de joyeux tout le temps, de très happy. Fait que ça devait comme se communiquer sans que je m'en rende compte, veux pas, là, tu sais. J'ai beaucoup aimé l'école aussi, tu sais, ça aide beaucoup. Je me faisais des amis facilement, j'étais toujours entouré de gens tout le temps, puis j'étais très sociable, très jeune. Autre chose que j'aime beaucoup que tu fais dans ce livre, c'est que tu te révèles beaucoup de choses de toi, mais on n'est pas dans les détails scabreux, mais il y a des photos qui nous font rire. Oui. Hey, écoute, habillé en cuir, en jog de cuir, c'était quand même quelque chose. Mais ça, c'est parce que c'était les années San Francisco, quand j'allais faire du Folsom Street Fair, c'était un gros party de cuir qui a lieu à chaque année. J'ai éclaté de rire, mais je riais pas de toi. Je trouvais ça mais tellement inusité de la part de parce qu'on Luc verra Provost. pas ça. T'sais, on a vu Mado dans des looks complètement cinglés, très, très sexy. Avec des plungers, des bouches toilettes. Il y a une photo assez spéciale. Oui, il y a celle-là. Puis il y a aussi, tu sais, à un moment donné, je me promenais avec une boule d'afro sur la tête puis un petit gant qui couvrait mes parties d'attitude. J'étais complètement nu. Puis moi, j'aurais jamais fait ça personnellement. Mais une fois, je l'ai fait à San Francisco parce que j'étais loin de chez moi. J'avais pas personne qui fait me voir. C'est-à-dire, tu sais, comme à Montréal, quand tu es sur une scène tout nu, ben, tout le monde te voit. Ouais, mais quand tu es à San Francisco dans un party incognito, personne n'a vu le look de cuir que je portais. Oui. J'en ai mis une photo parce que je trouvais ça rigolo. Puis je me suis dit, bon, pour montrer que j'avais quand même une certaine audace aussi, même si je suis quelqu'un d'assez réservé puis gêné à la base. Je l'ai faite parce que j'étais comme... À ce moment-là, je pense que j'étais plus en confiance là-bas. Là. Oui. Est-ce que Luc est plus en confiance maintenant qu'il était à cette époque-là? Parce que là, maintenant, Luc, il parle. Là. C'est plus tout simplement. Oui, mais je pense pas que j'oserais même plus me promener en bédaine. Des fois, je me rappelle, pas récemment, mais tu sais, des parties, tu vas danser dehors, tout le monde est chaud, tout le monde enlève son chandail. Puis moi, j'ai une certaine pudeur qu'on ne peut pas comprendre des fois parce que Mado, elle n'a pas cette pudeur-là. Ben, c'est correct. Tu as le droit d'avoir une double personnalité. Mais maintenant, Mado, je pense qu'il est rendu aussi prude que moi. Ça doit être l'âge qui fait ça. Tu as joué au théâtre à Québec. j'arrive Et comment tu as trouvé l'expérience? J'ai adoré l'expérience. Tu as joué en Luc, hein? J'ai joué en Luc. C'était dur quand c'était fini parce que j'ai eu comme une espèce de petite...
syndrome post qui appelle la psydéprine post quelque chose. Là. Oui, post-traumatique. Non, post-théâtre, oui. C'est ça. En tout cas, on peut dire ça de même parce que j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à le faire. Puis c'était comme très valorisant pour moi de faire autre chose puis de dire que je suis capable de faire un autre personnage. Parce qu'après 35 ans de Mado, je me suis dit, je vais être capable de jouer un vieux monsieur à l'opposé de l'image de Mado. C'est un vieux monsieur aigri. C'est un compliment, je te dis, je trouve que tu as bien réussi d'être un vieux monsieur. Oui, ça a marché, puis les critiques sont super bonnes. C'est ça que j'avais peur un peu qu'on fasse. Ben, il est correct. On n'arrive pas à oublier Mado, il n'arrive pas à nous faire. Parce que. On l'a oublié, Mado. Moi, je n'ai pas vu Mado sur scène. C'est ça, puis il y a beaucoup de gens qui m'ont dit la même chose, puis ça m'a touché beaucoup de voir que vraiment les gens ont apprécié mon travail, pas juste parce que j'étais connu, parce que c'était bien fait. Puis, Mado, on l'aime quand même, là, tu lui diras. Mais oui, là. mais elle partira pas de même. Là. Non. Mado prend pas sa retraite, mais Luc est ouvert à d'autres choses. C'est ça qui est bien maintenant. Te sens-tu comme un modèle dans nos communautés? Je pense pas que je me sente comme un modèle, mais s'il y a des gens qui me disent qu'ils ont été inspirés par mon parcours, tant mieux. Si j'ai pu ouvrir les yeux, tant mieux. S'il y a des parents qui comprennent un peu plus leur enfant à cause de ce que j'ai fait, ou s'il y a des enfants qui me contactent pour me dire comment tu as fait pour en arriver là, ça pourrait peut-être m'aider, je vais le faire. Mais j'aime pas le mot modèle. Je pense que j'aime mieux dire peut-être l'accompagnateur, le sommeur de bonheur. Je vais poser la question que Mado n'aime pas se faire poser. Qu'est-ce que le bingo, ça revient? Ça reviendra jamais. Tu liras le livre parce que justement, Mado en parle du bingo. Justement. Parce que je veux terminer là-dessus parce que c'est dans le livre. Donc, une Madographie signée de Luc Provost aux éditions La Presse. Un livre absolument passionnant, fascinant, intéressant. C'est plein de belles photos aussi. C'est plein de belles photos. Oui, tout à fait, tout à fait. Un beau souvenir, de toute façon, aussi, d'une certaine époque aussi qui est intéressant. Oui, parce que pour ceux qui ont vécu à cette époque-là, fin années 80, toutes les années 90, il y a plein de gens qui m'ont dit « Hey, c'est notre histoire que tu racontes. » Tout à fait. C'est notre époque. Mais merci, Luc Provost. Plaisir. Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heureciel@gmail.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à @dmchabotauteur. Dans la deuxième partie qui s'en vient, c'est notre discussion transcontinent queer. On va prendre des nouvelles d'un bout à l'autre du Canada. On va entre autres parler de la Ligue nationale de hockey et on va parler aussi de désinformation. À tout de suite! De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem, épisode 51. Dans cette deuxième partie d'émission, c'est vraiment le fun. J'aime beaucoup cette discussion-là qui nous revient. Transcontinent queer. On va prendre des nouvelles d'un peu partout au Canada, de ce qui se passe dans nos communautés, ce qui est important pour nous. On va entre autres parler de la Ligue nationale de hockey et on va aussi parler de la désinformation et bien d'autres choses. Alors, l'heure où l'arc-en-ciel se lève, reçoit la passe et lance et compte. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Transcontinent queer. Enjeux et réalités queer d'un océan à l'autre. Oui, notre discussion mensuelle sur les actualités queer d'un océan à l'autre. Et on va rejoindre aujourd'hui Rose-Eva Fogg-Jenkins, qui est coordonnatrice de programmation au Comité franco-queer de l'Ouest, qui est à Edmonton. Salut Rose-Eva. Bonjour, bonjour. Et aujourd'hui, c'est Elisabeth Bruns, qui est la coordonnatrice de l'engagement communautaire à franco-queer, qui est à Toronto. Salut Elisabeth, bienvenue à l'émission. Bonsoir, merci de m'accueillir. Oui, Elisabeth, comme c'est tes nouvelles personnes ici, on va te demander, on utilise quels pronoms et quels accords avec toi? Oui, les pronoms et les accords au féminin. Parfait. Peux-tu t'assurer de mettre ton micro un petit peu plus proche de ta bouche parce qu'on t'entendait moins bien? Et il y a toujours fidèle au poste Dan Robichaud, qui est militant queer VIH et aussi animateur de radio. Lui, on le rejoint à Clare,
en Nouvelle-Écosse. Salut Dan! Il fait beau dans l'arc-en-ciel avec Denis Martin, puis Roseva, Isabelle. On est un bel Euh, arc-en-ciel, hein? C'est le fun. Effectivement, j'ai un beau feu dans le poêle à bois, puis j'ai hâte de nos discussions. Bon. On va y aller tout de suite, justement, parlant d'arc-en-ciel. Alors, vous savez que la LNH a eu bien de la difficulté à comprendre les besoins de certains de ses joueurs de mettre des collants arc-en-ciel sur leur bâton de hockey. Elle a même interdit de faire ça. Puis là, elle vient de faire volte-face. Alors, ouais, le hockey, mes amis, c'est notre sport national. Qu'est-ce qu'on doit penser de toute cette controverse-là? Ah, Roséva, ton micro est allumé, on va aller avec toi. Justement, j'attendais d'autres personnes parce que le hockey, c'est pas nécessairement ce qui me passionne. C'est pas quelque chose que pour moi, c'est ça que j'aime dire. Je suis pas une lesbienne de cette façon-là. Il y a d'autres, tu sais, des fois, il y a le stéréotype des lesbiennes qui sont Puis c'est bien dans le correct, hein? sport. C'est Moi, bien je suis correct d'être lesbienne et d'aimer le sport, puis d'être peut-être plus dans le stéréotype plus garçon. C'est correct, tout ça, c'est bon. absolument, absolument. Non, je connais bien beaucoup de ces lesbiennes comme ça, puis je les admire beaucoup. Par contre, ce n'est pas moi, c'est pas trop ma passion. Mais pour moi, tu sais, ça me fait vraiment penser tu sais, l'idée d'être allié. Alors, tu sais, le hockey, qu'au début, quand ils ont dit, ah oui, on va faire ces choses de fierté, on va être alliés, c'était pour eux autres. Tu sais, je me demande quand c'est des grosses compagnies comme la LNH, tu sais, qu'eux autres, ils doivent regarder puis ils doivent dire, OK, ben là, on est dans une situation où est-ce qu'en se portant allié par la communauté de LGBTQIA+, ça va nous paraître de cette façon-là. C'est vraiment, tu sais, je pense que eux autres, ils le voient comme une décision de c'est une décision très business, très de la capitaliste. De comment est-ce qu'on peut avoir le plus de personnes? Ah ben, si on est inclusif, là, on peut avoir plus de personnes. Puis là, quand on voit quand c'est banni comme ça me fait juste penser que pour eux autres, leur être alliés avec la communauté de LGBTQIA+, quand ils l'ont fait, c'était pas des vrais alliés parce que maintenant qu'ils ont soudainement changé la décision, ils font pas un vrai, pour moi, c'est un vrai effort de comprendre la communauté puis vraiment l'inclusion. C'est que, ah ben, la décision populaire du collectif, c'est d'inclure les personnes de LGBTQIA+. OK, on va faire partie. Ah, finalement, il y a eu des problèmes. Maintenant, la population est moins avec. Alors là, on va changer. Alors, ça montre que pour eux autres, c'est pas vraiment quelque chose que c'est vraiment un soutien de la communauté, c'est juste quelque chose que ça va avec, c'est juste la business pour eux, c'est juste quelque chose qui regarde qu'est-ce qu'ils vont leur faire le plus d'argent, Tout puis à fait. maintenant qu'on est moins populaire, ben on leur fait moins d'argent, alors ils nous oublient. Tout à fait. Tout à fait. Et même, j'ajouterais qu'ici, le Canadien de Montréal avait une joute à chaque année qui était dédiée, où on invitait les personnes des communautés queer. Ils ne l'ont pas fait cette année, justement, pour les mêmes raisons. Dan, à Claire, ton micro est allumé. Je vois que tu veux parler. Ben moi, je vais prétexter ça en disant que moi aussi, lorsque je comprends du hockey, c'est à peu près que c'est jouer sur la glace avec une galette en caoutchouc. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans toute cette affaire de revenir sur la décision, mais l'on interdit toujours le maillot, c'était la réponse de la Ligue, parce que la réponse de la Ligue, et je cite, c'est une traduction quand même, les joueurs auront désormais la possibilité de représenter volontairement des causes sociales qui leur tiennent à cœur avec du ruban adhésif. Moi, personnellement, je trouve que c'est très généraliste, alors que vraiment, soyons honnêtes, cette débat gravite autour de l'arc-en-ciel, puis de la prise en compte de la diversité dans le sport. Ce n'est pas généraliste. Ouais. Ouais. Elisabeth? Ouais, c'est très intéressant ce que vous dites. Moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est quand tu demandais, Denis Martin, ce que ça dit sur notre sport national. Puis moi, je me demande, ben, en fait, c'est quoi un sport? C'est une sorte de démonstration patriotique et ça se veut comme un reflet des valeurs et de l'identité canadienne. Et je pense que pendant des siècles,
cette identité-là, elle avait une certaine apparence. C'était, tu sais, comme une sorte de représentation de la masculinité hétéronormative. Et je pense que l'ouverture qu'on voit en ce moment à la diversité sexuelle, affective et de genre, ça remet peut-être certaines de ces idées-là en question. Et puis ça rend les gens mal à l'aise. Et puis, donc en même temps, je me dis que cette indignation qu'on a, c'est comment est-ce que la LNH comme pourrait rejeter les symboles de l'arc-en-ciel. Je pense qu'il faut aussi, c'est peut-être malhonnête si on critique pas réellement les valeurs sociétales que le genre de choses comme le hockey vraiment patriotique comme ça représente. C'est un peu à ça que je Oui, réfléchis. oui, je te suis beaucoup là-dessus, Elisabeth, parce que je pense toujours à toutes ces histoires de jeunes femmes qui ont, tu sais, qui étaient des fans de joueurs de hockey et qui se retrouvent parfois dans des situations où elles se font agresser sexuellement. Il y a des histoires de ça. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Moi, je vais vous amener sur le fait aussi que le sport, hein, le sport, c'est encore le vestiaire qui est toujours et encore une espèce de placard. C'est comme s'il reste encore un placard dont les portes sont fermées, verrouillées, serrées. Il semble que c'est le sport. J'avais lancé. Oui, Oui, vas-y, Dan. Ouais. certainement la culture sportive, puis en particulier dans les vestiaires d'équipe. Ah, bien, c'est des épreuves gênantes pour n'importe quelle personne. Si tu as encore sur le fait que c'est gênant pour la majorité des gens, une question de niveau d'acceptation de ton identité de genre, de ton orientation sexuelle, ça devient, je pense, ça devient, ça empêche l'inclusivité. Ça Mhm. montre certainement que c'est crucial de continuer à parler d'inclusivité dans le sport, surtout dans le sport professionnel. Ouais, moi, je m'entraîne au Stade olympique à Montréal. C'est pour que je ne droppe pas ça pour dire que je suis bien beau, je suis bien fin, mais j'ai trouvé intéressant. Cette année, ils ont mis des séparateurs aux douches et j'ai trouvé que c'était intéressant, surtout, je pense toujours aux hommes trans qui, ben écoute, ils n'ont peut-être pas le goût qu'on voit leur anatomie de cette partie-là de leur corps. Alors, j'ai trouvé ça intéressant et j'ai posé la question pour me dire que c'était entre autres une des raisons pourquoi ils l'ont fait. Mais je vais revenir sur parce que là, on parle de placard, puis là, on a la perspective des hommes, mais aussi pour les femmes. Hein, c'est pas, le vestiaire n'est pas un endroit très, très sécuritaire ou bienveillant pour les personnes de nos communautés. Je vois. Oui, Oui, ben, je pense lance-toi. beaucoup aux stéréotypes. Et on pense aux stéréotypes de le sport, c'est quelque chose de masculin, puis que tu sais, on fait des stéréotypes de quelqu'un. Tu sais, c'est pas les places où on trouve les personnes gays, mais moi, qu'est-ce que je trouve vraiment touchant, c'est quand on voit des personnes qui sont dans le sport, qui font leur coming out en tant que, tu sais, soit d'orientation sexuelle ou de genre, et vraiment que ça aide à montrer que c'est pas juste les stéréotypes, tu sais, qu'on trouve les personnes queer dans, tu sais, le théâtre, etc., mais vraiment qu'on est tout partout, puis que c'est pas juste les stéréotypes qu'on a, c'est aussi des hommes qu'on porte masculins dans le sport qui sont aussi fait partie de la communauté. Alors, c'est vraiment important d'avoir cette visibilité. Puis, tu sais, c'est pour ça, quand on voyait qu'en premier, on mettait tu sais, l'arc-en-ciel sur les bâtons, tu sais, c'était pour montrer que la solidarité, que c'est vraiment tout partout qu'il faut avoir de la solidarité, puis pas juste les stéréotypes, tu sais. Que c'est un nouveau, on pensait qu'on allait dans une direction, une nouvelle direction pour le sport, où est-ce qu'on est plus ouvert. C'est pas juste les stéréotypes de la masculinité, mais vraiment d'agrandir. C'est vraiment quelque chose de fantastique, je pense. Alors, c'est pour ça que c'est tellement décevant quand on voit ce message comme ça. As-tu quelque chose à ajouter, Elisabeth? Puis j'irai peut-être à la prochaine question, puis je te lancerai là-dessus si. Oui. Ben, en fait, moi, je me demande récemment, c'est arrivé au Québec, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui a fait les manchettes. Il y a une boxeuse québécoise du nom de Katia Bissonnette. Elle s'est retirée d'un combat parce qu'elle avait découvert que son adversaire, Mia Wormsley, était une femme trans. Wow! Ça dit quoi aussi sur. Est-ce que nos fédérations de sport savent comment s'adapter à ces situations-là? Oui, alors ça, c'était une situation qui était, tu sais, excusez-moi, décevante parce que c'était, je crois que la personne en disant non, je veux pas participer à ce match de boxing parce que c'est une femme trans, elle a fait le outing d'une femme Tout à trans. fait, tout à fait.
Alors, comment que c'est tellement, tellement dangereux de outer quelqu'un. C'est complètement irrespectueux et, tu sais, ça peut mettre cette personne en beaucoup de danger. Alors, tu sais, le choix que cette personne a fait, cette personne aurait pu dire, tu sais, je veux pas faire de match de boxing pour n'importe quelle raison, mais le fait qu'elle a choisi de faire le outing, pour moi, c'était vraiment, tu sais, mon cœur brise vraiment pour cette boxeuse trans parce que qui a reçu tellement de toxicité sur les réseaux sociaux. Vous me permettez, de temps en temps, je dis les réseaux sociaux qui deviennent des égouts sociaux dans ce genre de situation-là. Effectivement. Je vais envoyer la question à Elisabeth parce que je pense que c'est quelque chose qui t'interpelle. Ouais, ben je veux dire comme toi, Roseva, je trouve ces conversations vraiment décevantes et aussi frustrantes parce que c'est juste tellement pas basé dans les faits. Donc, on demande, bon, est-ce que les fédérations de sport sont prêtes? Mais comme d'abord, les supposés avantages conférés par la testostérone sont complètement exagérés. Puis même si on acceptait que la testostérone conférait des avantages sur certains points, comme la force brute, comme les études démontrent que les femmes trans qui ont subi une suppression de la testostérone n'ont pas d'avantages sur les femmes cis. Puis en plus, il y a tellement de différences entre les femmes que les règles d'inclusion ou d'exclusion des femmes trans utilisent des limites complètement arbitraires. Tu sais, comme, c'est quoi une femme? Où est-ce qu'on décide? Où est la limite vraiment? Parce que même parmi les femmes, il y a tellement de différences. Donc, en fait, comme l'avantage qu'on accorderait aux femmes trans, en fait, se situe tout à fait dans la distribution normale pour les femmes cis. Fait que je trouve que comme toute cette conversion manque, en fait, je pense que c'est plutôt transphobe comme les arguments qu'on entend là-dessus, parce que si on regarde les faits, comme les études sont pas comme en faveur de l'exclusion des femmes trans du tout. Dan? Dans cette histoire-là, moi, je trouve difficile d'entendre que le tout s'est passé d'un simple message texto, c'est-à-dire que Bissonnette a même pas cherché à comprendre qu'est-ce qu'était la situation ou quelles pourraient être les conséquences. Euh, je pense que ça montre qu'il manque encore des politiques inclusives au niveau du box, c'est évident. Ouais. Euh, écoute, je suis inspiré de Mia, qu'elle veut continuer à boxer, puis d'utiliser ça pour un peu raconter son histoire, puis briser le silence. Oui. Puis en fait, une des choses aussi qu'on l'a souligné, c'est que la boxeuse Katia Bissonnette a fait une annonce publique alors qu'elle aurait pu tout simplement contacter directement le coach ou la boxeuse elle-même. Dire, écoute, j'ai un problème avec ça, on peut s'en discuter, mais ça s'est rendu public. Et je pense que c'est ça qui est vraiment grave dans cette histoire-là. Alors, C'était ni comprendre la situation, ni comprendre les conséquences, ni vouloir comprendre les conséquences. alors, ça va prendre quoi pour que le sport devienne plus inclusif, surtout le sport professionnel? oui, c'est une très bonne question. Tu sais, moi, je pense beaucoup à, tu sais, qu'est-ce qu'Elisabeth vient de dire, tu sais, sur, tu sais, la testostérone et qu'est-ce qu'on, c'est des conversations qu'on a eues. Moi, je pense beaucoup à Caster Semenya, qui Oui. était une femme de l'Afrique du Sud, qui s'est fait dire, oh, qu'il y avait un niveau de testostérone trop élevé dans son corps. Elle pouvait plus, tu sais, être dans la compétition et justement, les catégories de hommes et femmes, tu sais, à quoi ça sert vraiment? Parce que, comme Elisabeth a dit, il y a tellement de variations entre ce qu'on appelle une femme, ce qu'on appelle un homme, que vraiment, je vois pas pourquoi c'est nécessaire de genrer certaines catégories et Mhm. pourquoi pas, tu sais, vraiment prendre ce moment à penser à ces catégories et comment on pourrait vraiment conceptualiser ceci d'une différente façon qu'on n'exclut personne. Et j'invite vraiment c'est comment on dirait les organismes sportifs de vraiment tu sais, être. Je trouve qu'il y a beaucoup d'organismes sportifs qui font pas de décisions et ça fait que les personnes sont victimes. C'est comme la boxeuse Mia, on a vu comment elle est victime. Et en prenant ces décisions, en avoir quelque chose de très ferme, pensant à leur règlement et vraiment être contre la transphobie de cette façon-là, tu sais, je pense que si on voit ces organismes qui prennent vraiment ce brave pas à être vraiment tu sais, contre la transphobie, on pourrait voir des super belles choses qui changeraient comment on conceptualise le sport.
Et aujourd'hui, vous savez que c'est la journée du souvenir des personnes trans. Alors, c'était une discussion, je pense, qui était nécessaire à avoir aujourd'hui. Alors, on va passer à la deuxième discussion qu'on a prévue pour cette rencontre. La désinfox ou la défox, je pense que disent les Français, la désinformation. Puis ça va de mal en pis. Les faussetés utilisées par les opposants aux droits des personnes queer n'en sont pas à un mensonge près. Puis je pense que je vais faire un petit tour dans vos régions, voir comment ça se passe chez vous, parce que j'ai lu des horreurs dans les médias. En Alberta, Elisabeth, je pense que Danielle Smith est pas mal bonne là-dedans. Hein? Oups, elle ne m'entend pas. Excuse-moi, j'ai dit Elisabeth, c'est Roseva, Oui, excuse-moi. oui, c'est moi. C'est moi que, malheureusement, dans la province de Daniel Smith, une belle province que j'adore, j'aimerais une représentante qui peut vraiment représenter la gloire de ma belle province, mais malheureusement, nous avons quelqu'un en charge qui est très à la misinformation. Mais il faut dire qu'elle était complotiste dans le temps de la COVID-19, anyways, là, faut quand même... Oui. Ouais, c'est pas mal dans n'importe quel sujet, il y a toujours elle a tout le temps quelque chose à dire que ça c'est très loin de la vérité, disons. Mais c'est ça, c'est avec les personnes trans, c'est que ça fait beaucoup de dommages, surtout en pensant aujourd'hui, là, comme tu avais mentionné, Denis, la journée du souvenir trans, que c'est fait ou mal fait de pas représenter les bons faits sur les personnes trans, ça nuit énormément à leur santé. Et je pense beaucoup à, non seulement les politiciens, mais même dans les médias qu'on consomme. Si on regarde comment les personnes trans étaient représentées dans les films, il y avait beaucoup beaucoup de perceptions négatives, que ça a vraiment fait que c'était vraiment dangereux pour être une personne trans. Mais beaucoup, même, en fait, plus l'histoire se répète. Moi, je me rappelle dans mon jeune temps, puisque j'ai quelques années sur vous tous, j'ai vu des films où habituellement les personnages qui étaient gays ou lesbiennes finissaient par se suicider ou étaient très, très, très malheureuses. Elisabeth, en Ontario, il faut dire aussi que Doug Ford ne s'est pas gêné aussi pour en mettre une couche de temps en temps. Hein? Non, c'est ça, et défendre les droits parentaux, entre guillemets. Ça n'existe pas, pour ceux qui le savent. Les parents ont des responsabilités et non pas des droits. Exactement. Et puis, je trouve ça vraiment trompeur quand les gens disent qu'ils protègent les enfants de l'idéologie de genre, parce que tout le monde a une identité de genre. Dès l'âge de 2 ans, les enfants sont conscients de leur genre. Alors, quand on empêche aux enfants d'apprendre des choses au sujet de l'identité de genre, on n'est pas en train de les protéger, en fait, on est en train de les empêcher de s'exprimer et puis on leur impose les identités de genre dominantes. Alors, si ça, c'est pas de l'idéologie de genre, je sais pas ce que c'est. Dan, toi, t'es dans une région aussi où il y a un premier ministre, M. Higgs, si je ne me trompe pas, qui lui aussi s'en est donné à cœur joie ces derniers temps. Là. Ben, il cite, oui, cet individu, c'est vrai qu'il cite la rhétorique sans réaliser que ce n'est pas ancré dans la réalité. Si je peux... Oui, il n'a pas été aussi loin que dire qu'on mettra des perchoirs dans les écoles pour les élèves qui s'identifient comme colibris, mais à peu près ça. Ouais. Mais c'est quand Oui, même c'est grave. décourageant. C'est quand même grave quand des politiciens, qui sont quand même les représentants de la population, qui doivent parler au nom de la population, et ils n'ont pas de devoir ils font pas du tout devoir de réserve. Brian Higgs, je parle du premier ministre de Nouvelle-Écosse, a déclaré des choses énormes là, pendant les manifestations anti-drag queen et anti-trans. Là. Oui, puis je pense qu'il a joué un rôle pour donner du volume à cette vague de désinformation, absolument, et de haine, pas juste de mauvaises informations, d'informations dangereuses.
Les manifestations là, sous le prétexte du droit parental, là, ça c'est particulièrement préoccupant. Justement, tu parles de la dangerosité. C'est quoi la dangerosité? Je vous lance les trois là-dessus. Vous pouvez vous répondre l'un et l'autre, là. C'est quoi la dangerosité? Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur les communautés queer? Mais à un moment donné, pour moi, c'est où est la responsabilité de l'État de protéger l'enfant quand c'est le parent qui est le danger? Mais quand tu entends tous les jours que d'être une personne trans, tu fais de l'endoctrinement, que les drag queens font de l'endoctrinement, au bout du compte, les gens qui reçoivent ça, comment ça peut avoir, quelle sorte d'impact ça peut avoir? Ben, je sais, pour nous, personnellement, on avait des problèmes l'année passée où est-ce qu'on voulait faire un spectacle de drag au mois de juin dans une petite ville à Plamondon. Et on avait une drag queen francophone, qu'on est très fiers d'elle. Elle a fait du fantastique travail, Lady Tenderflake. Et là, il y avait eu des personnes de la communauté qui voulaient pas qu'elle fasse un spectacle de drag. Tu sais, c'était un événement 18+, alors il y avait pas d'avoir d'enfants là. C'était vraiment juste pour tu sais, les adultes. Mais l'idée que les drag queens veulent tu sais, indoctriner les enfants, c'est complètement faux. Mais ça retourne à ces idéologies de ça fait des années 70 de comme tu sais, que les personnes de la communauté LGBTQIA+, c'est pour indoctriner les enfants, c'est dangereux pour les enfants. Alors, ça fait que c'est, c'est, euh, ça nuit vraiment aux conceptions que les personnes ont des personnes de LGBTQIA+, et que les jeunes qui veulent s'identifier puis faire partie de la communauté, ben, si tu es un jeune en questionnement puis tu vois cette rhétorique sur une groupe de personnes, ben, tu questionnes, tu penses, oh, est-ce que je suis gay? Mais qu'est-ce que j'entends, c'est que toutes les personnes gays veulent causer du mal. Ben, c'est pas moi, tu sais, c'est vraiment quelque chose que ça nuit énormément aux jeunes. Je voudrais tout de suite passer la parole à Elisabeth parce qu'on est presque arrivé au bout de cette discussion. Elisabeth? Mais il y a tellement de choses il y a tellement de façons dont cette rhétorique affecte les communautés trans et queer. On sait que les taux de suicide sont beaucoup plus élevés chez les jeunes trans, particulièrement quand ils n'ont pas accès à de l'éducation sur l'identité de genre. On sait aussi que genre plus de comme 2/3 des jeunes LGBTQIA+ ne sont pas en sécurité dans leurs écoles. Puis moi, ce que je remarque aussi, je travaille beaucoup avec des nouveaux arrivants et nouveaux arrivantes de la communauté, beaucoup de demandeurs et demandeuses d'asile. Et puis, l'impact sur elles, c'est qu'elles sont vraiment déçues parce que le Canada se présente à l'international comme havre de progressisme et de liberté pour tous. Et les gens arrivent ici et font face à de la transphobie, de l'homophobie, en plus du racisme, du capacitisme et de plein d'autres axes d'oppression qui s'entrecoupent dans leur vie. Alors, c'est très décevant pour ces personnes. Moi, j'ajouterais à ça, j'ai été élevé par des parents hétéros. Je n'ai pas eu de modèle gay ou queer dans ma jeunesse. Et pourtant, je suis quand même queer. Fait qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans tout ça, mais je pense que ça défait l'argument. Dernier petit tour de table, on n'a plus beaucoup de temps. Je pense que Dan, tu voulais ajouter quelque chose? Je pense que ce que je voulais dire, c'est que quand on s'oppose au compte drag queen, par exemple, puis qu'on va manifester comme des fous à hurler, à en perdre la voix, ça donne quoi? Ça donne quoi? Ça fait peur aux jeunes, ça fait peur aux adultes. C'est tout ça donne. Ça n'avance pas de questionner s'il y a une question d'indoctrination. Ça fait juste de faire peur aux gens. C'est malheureusement ça. Puis les taux de suicide, c'est des choses à considérer. On va terminer ça. Oui. On arrive à la fin de notre discussion aujourd'hui. C'était vraiment intéressant de vous entendre tous les trois. C'était le fun. Je vous remercie donc Dan Robichaud qu'on a rejoint à Claire, qui est animateur de radio, militant LGBT et VIH. J'aimerais remercier Rose-Eva Ford Jenkins, qui est coordonnatrice des programmes au Comité franco-queer de l'Ouest, qui est à Edmonton. Et merci à notre toute nouvelle personne, Elisabeth Bruns, qui est coordonnatrice de l'engagement communautaire à franco-queer, qui nous parle de Toronto. Merci à tous les trois. Merci. Merci.
rejoindre l'équipe, écrivez-nous à heureciel@gmail.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à @dmchabotauteur. Alors, c'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 51, soit 20 novembre 2023. Merci à l'équipe de recherche, merci à Marie Massé et Godric Trobe, et merci aussi à la toute nouvelle Hélène qui est venue joindre leur petite famille. Merci à Maurice Bolduc à la mise en onde, Julie Curley pour le thème musical, Gerly Ormelette, qui est chef de contenu numérique, Jean-Sébastien Laliberté, qui est notre chef de diffusion, Philippe Lapointe, directeur d'antenne, et Marjorie Théodore, présidente et directrice générale de Vues et Voix et Canal M. Je m'appelle Denis Martin Chabot. À la semaine prochaine!